Et bonjour sur Incubo Radio. C'était Neuronal Artix. Et maintenant, nous allons commencer avec la table ronde avec Sophie. Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Tout à fait. Ça roule. Moi, ça va. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir présenter ma toute première chronique et d'introduire du coup cette table ronde. C'est super cool parce que moi, j'ai toujours voulu faire de la radio. C'est la première fois que je fais ça. Donc, quand j'ai vu qu'on recherchait des personnes à Incubo Radio il y a une semaine sur Facebook, j'ai directement sauté sur l'occasion. Le seul problème, c'est que je n'avais pas de chronique et qu'il me restait très peu de temps pour rendre un truc bien. Du coup, Antonin m'a parlé du concept La Table Ronde. Moi, j'avais pas compris au début. Je pensais qu'on parlait de la sandwicherie qu'il y avait à côté de l'école. Mais en fait, pas du tout. On m'a expliqué que chaque mois, il y avait un thème et qu'on en parlait pendant à peu près 1 heure à la radio. Et ça me tentait hyper fort. Moi, je venais tout juste de trouver une idée de chronique, qui d'ailleurs a toujours pas de nom. Et cette chronique, c'est partir à la rencontre de personnes qui auraient quelque chose à m'apprendre sur le monde artistique à partir du thème qui était donné chaque mois. Parce que c'est vrai que moi, je viens tout juste d'arriver dans ce milieu-là, mais que j'y connais pas grand-chose. Et du coup, cette idée de chronique, c'était cool, parce que ça me permettait de partir à la rencontre d'êtres humains, surtout quand cette période de pandémie, ça fait vraiment du bien. De faire de la radio et de me familiariser avec le monde qui m'attend d'ici la fin de mes 4 années de théâtre. Tout bénef, quoi. Maman est fière de moi parce que je passe à la radio, mon père pense que j'ai trouvé un nouveau job, ce qui n'est pas tout à fait le cas, et moi, j'ai un espace de création infini. Ces mois-ci, les mots-clés qu'on m'a donnés, c'est clown, enfance, art naïf, et faut-il se prendre au sérieux ? Et vu que je suis quelqu'un de pas du tout sérieuse dans la vie, j'ai dit « Ok, je prends ». Le seul problème, je répète, c'est qu'il me restait 1 semaine pour rendre un truc, et je pouvais pas partir à la rencontre du plus grand dramaturge belge. J'avais un concept, des mots-clés, mais je savais pas quoi en faire. Puis au soir, je suis rentrée chez moi, j'ai pris l'enregistreur de mon téléphone et j'ai fait ce que j'ai fait quand je sais plus quoi faire dans ma vie, j'ai été chez ma grand-mère. Ça me tentait bien de commencer une chronique avec elle, puis c'est quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux, donc c'était la parfaite personne à rencontrer. Bon, elle m'a quand même dit qu'elle hésiterait pas à porter plainte contre moi si je diffusais quelque chose qu'elle voulait pas. Mamie, tu vas pas m'attaquer au tribunal quand même. Dans des choses pareilles, faites ça. 1 heure après, j'avais un truc dans la boîte qui n'avait pas du tout pris le chemin que je m'imaginais, mais qui m'inspirait déjà beaucoup. Et un peu avant minuit, après 2 bonnes heures de montage, j'ai envoyé le projet à Antonin et il a été validé. Youpi ! Et je peux enfin vous le présenter du coup ce soir à la radio. Donc mesdames et messieurs, après cette longue introduction que j'ai écrite ce matin, laissez-moi vous présenter ma grand-mère. Tout d'abord, j'ai posé à ma grand-mère quelques questions simples sur son rapport avec le théâtre et plus précisément sur le clown et le cirque durant son enfance. Il n'y avait pas tellement de rapport avec le théâtre. Mais un peu plus tard, dès que j'ai eu 15-16 ans, mes parents ont la TV et là, on a commencé à regarder les pièces. Parce que toutes les semaines, je crois que c'était le vendredi soir, on avait une pièce gardée tout le temps. Et il y avait aussi le cirque à la TV quand j'étais jeune. Mais nous, on a eu la TV, je pense que j'avais 14 ans exactement. C'est l'année que ma grand-mère est décédée, on a acheté la TV. Suite à l'héritage, je suppose. Et là, il y avait régulièrement des émissions de cirque. Mais disons que, voilà. Le cirque, j'ai vu des petits cirques, je me souviens même pas qu'il y avait, ou alors un petit clown qui venait 10 minutes peut-être, mais ça ne faisait pas comme à la TV, tu sais, un spectacle plus important. Moi, je vois plus aussi des enfants qui participent, mais quand tu es plus âgé, tu ne vas pas participer, mais ça fait rire quand même, toujours. Ben, c'est très bien, ça fait rire les enfants, tout ça. Ben, il faut pour couper un petit peu... tu sais, avec les animaux, c'est bien, mais... Quand les clowns viennent, c'est autre chose, ça met une animation différente, ça fait participer un peu les enfants, même les gens aussi, et je sais pas, c'est différent, j'aime bien aussi. Après ça, la tournure de l'interview, elle a pris un tout autre chemin qui n'avait presque plus rien à voir avec le sujet principal. Et vu que l'art clownesque la faisait toujours bien marrer, je lui ai demandé si elle avait toujours gardé un esprit un peu naïf, un esprit d'enfant. Et j'ai eu une réponse qui n'était pas tout à fait celle que j'attendais, mais qui est quand même incroyable. J'ai toujours un esprit, c'est ce que je ressens moi, un esprit jeune, je trouve. J'ai peut-être pas l'air jeune, pas du tout d'ailleurs.
j'ai mes rides et tout. Enfin bref, disons que non, mais au fond de ma tête, oui. Oui. Et c'est vrai, c'est pas un truc que je te dis ainsi. Je sais pas, j'ai l'impression que je peux parler avec des jeunes, que j'arrive à comprendre quand même beaucoup les jeunes et pas les juger, tu sais. Parce qu'en vieillissant, on pourrait dire on devient plus sévère. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment. Au contraire, j'essaye de comprendre pourquoi, ce qui se passe quand il y a la drogue, l'alcool, tout ça. Non, mais c'est vrai. Et je me dis, après tout, je serais dans cette époque-là, qu'est-ce que je ferais? On a continué à parler pendant longtemps et finalement, on est revenu sans le vouloir sur le dernier thème qu'on m'avait donné et qui était « Faut-il se prendre au sérieux ?» Et je vais vous laisser écouter sa réponse. Tu vas me dire que là, je ne parle pas avec mon esprit. Ben si, j'ai quand même un esprit large, tu vas me dire. C'est peut-être pas l'esprit jeune, mais un esprit large. C'est parce que j'ai pas l'esprit vieux que je parle ainsi, je suppose. J'ai l'impression que jusqu'à ma mort, j'aurai un esprit... je ne sais pas avoir un esprit de vieux, à mon avis. Comme j'entends parfois certaines personnes âgées parler, je me dis, dans ma tête, comme je regarde les émissions de plus jeunes, à mon avis aussi, j'aime pas quand c'est trop sérieux. Tu penses qu'il faut pas se prendre au sérieux? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mieux qu'un autre et pourquoi se prendre au sérieux? Pourquoi se prendre plus? À ce moment-là, si tu te prends trop au sérieux, tu te crois parfois supérieur aux autres aussi. Non, il faut rester, il faut pas trop se prendre au sérieux, comme tu dis. Et l'humilité aussi. Ouais. Rester humble. Parce qu'on est tous pareils, tout compte fait. Ouais. On a nos défauts, nos qualités, mais tous on les a aussi, des défauts et des qualités. Alors, j'ai pas appris des trucs de ouf sur le milieu artistique, qu'on se le dise, mais une petite leçon d'humilité, ça fait toujours un peu de bien. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de revoir ma grand-mère et de pouvoir avoir son point de vue sur ces thèmes-là. Et du coup, merci mamie. Ah, de rien. De rien, ma chérie. C'est un grand plaisir pour moi de vous partager ma chronique du coup ce soir. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va pouvoir animer les débats qui vont suivre autour de cette table ronde. Merci. Merci. Mais de rien. Merci à la mamie de Sophie. Et elle nous écoute, elle nous écoute. La mamie. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Du coup, je sais pas, quelqu'un veut lancer un sujet par rapport à l'interview qu'il a entendue ou revenir sur un point? Moi, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon quand elle a dit qu'elle essayait de comprendre les jeunes et qu'elle a dit genre moi en fait si je vivais à cette époque-ci, qu'est-ce que je ferais aussi par rapport aux problèmes de drogue et tout. Ouais, je trouvais ça trop touchant quoi. Ouais, non, moi aussi, quand j'ai été la voir et qu'elle m'a parlé de ça, j'étais là, waouh! Mamie, bravo, tu m'impressionnes! Bah oui, comment dire, ça me... Bon, déjà, je suis touchée aussi fort par ces mots, mais c'est comme si finalement, les personnes âgées devenaient un petit peu des enfants, avec tout le respect que je vous porte, bien évidemment. Mais ouais, je trouve ça dingue. Comment une personne âgée peut nous faire penser à des enfants, ou par exemple, on est tous là, genre, ah, c'est trop mignon, tout ça. Comme quand on voit des enfants, et je sais pas, j'arrive pas à déceler pourquoi ça nous fait cet effet-là. Ouais, c'est vrai. Après, moi, avec... je sais pas si tout le monde a ces rapports-là, mais face aux personnes âgées et face aux enfants, moi, j'ai un grand truc de respect qui se met en place. Les personnes âgées parce qu'il y a une longue vie, et les enfants parce qu'ils ont atteint un monde que moi, je fais plus partie, quoi. C'est fini. Et ouais, il y a un peu ce truc de respect en mode... Apprends-moi. Oui. Aime-moi, apprends-moi, sois gentil avec moi.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu similaire, j'ai l'impression, chez les enfants et les personnes âgées, comme si les enfants n'ont pas encore toutes les barrières sociales que nous, on a, et les personnes âgées, elles les ont un peu oubliées, quoi. À partir d'un certain moment, genre juste t'as plus trop de filtres. Et ça peut être assez rigolo, quoi. Moi, ça m'a fait vachement penser. On avait cours là au conservatoire et on avait un prof d'histoire du théâtre. Et il nous avait parlé d'un philosophe qui genre voyait la vie, mais comme si c'était un jeu. Et qu'il prenait vachement du recul en se disant que c'était que la vie c'était un jeu et qu'on était quand même rigolo de se dire oh bah tiens on va organiser, on va faire un parlement et on va comme si c'était des règles du jeu genre et on va faire de la politique et chacun aura un petit rôle et moi ça m'avait trop aidé à ce moment-là parce qu'il y avait un truc de genre de distance hyper fort sur la vie et du coup que tout était pas un jeu mais moi ça me permettait de vivre un petit peu les choses autrement et de respirer, de relativiser. Et du coup, tout me paraissait beaucoup plus simple. Enfin, même les plus gros drames et les trucs horribles qui peuvent arriver, c'était genre, ouais, mais on est quand même drôle parce qu'on s'organise un petit parlement, on a des petits politiques. Il y a ce truc de genre, des petites règles un peu comme ça, mais quand tu prends du recul, et je parlais de ça avec quelqu'un qui m'avait dit, ouais, mais alors tu prends plus rien au sérieux et en fait, tu lâches tout et en fait... Mais moi, ça m'aide vachement de me dire genre... Ouais, c'est un peu, j'ai l'impression comme si... moi, j'ai toujours eu cette image quand j'étais petite d'être un peu un Playmobil comme ça et qu'il y avait des surhumains qui jouaient comme ça de nous sans qu'on les voit. Et du coup, je voulais pas toucher au Playmobil parce que j'avais trop peur de leur faire du mal comme les surhumains nous font du mal. Mais ouais, j'adhère complètement à cette vision des choses. Quoi. Mais comme les insectes où tu les vois et tu es là genre, attends, parce que moi je peux les écraser si je veux, mais si ça tombe, il y a un autre monde au-dessus de mon monde. Et en fait, eux, ils peuvent m'écraser quand ils veulent. Et du coup, ça fait des espèces de petites couches sur couches. Après, j'avoue, moi j'ai tendance à péter des câbles aussi quand je pense à tout ça. Quoi. Ouais, mais moi j'écrase pas des insectes, hein, sachez-le. Moi non plus, j'écrase pas des insectes. Ouais, j'ai pas compris. Pourquoi tu pètes des câbles Fatalement, quand je m'imagine que genre, je joue avec un Playmobil, tu vois. Mais moi, je suis un Playmobil. Et qu'il y a un autre Playmobil qui joue de moi, alors que je joue déjà d'un Playmobil. Tu vois, ce genre de truc. Et là, franchement, là, je suis partie, quoi. Là, c'est mort. Les trucs un peu méta. Ouais. Pas besoin de drogue pour péter un plomb. C'est vrai. C'est vrai qu'aussi, ta mamie, quand elle parlait du rapport à l'alcool et la drogue, il y a eu un truc où moi, j'ai senti genre... ah ouais, son rapport, il doit être vachement différent. Et en même temps, j'ai l'impression que... Enfin, du coup, de son point de vue, j'avais l'impression que genre, on allait vraiment pas bien. Tu vois, mais c'est peut-être mon analyse, mais genre, je peux comprendre pourquoi l'alcool et la drogue, genre que... Oui, non, c'est vrai qu'elle est très très ouverte sur ça parce que en fait, elle habite juste en dessous d'un magasin et elle a souvent eu des étudiants qui sont venus et elle a eu des étudiants qui ont été confrontés à des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. Moi, je sais qu'elle s'inquiète aussi énormément pour moi. Le cliché type des écoles d'artistes, quoi, ça l'inquiète un peu que je prenne de la drogue. Mais non, mamie, je te rassure, je vais bien. Yep. Et du coup, on a souvent ce genre de discussion où elle est vraiment en mode, moi, tu peux me parler s'il y a des soucis et tout. Il n'y a pas de jugement. Et c'est ça qui est vraiment cool, j'ai l'impression, avec certaines personnes âgées, et même avec les enfants, c'est qu'il y a ce truc de non-jugement. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, plus chez les enfants, mais il y a vraiment ce truc de... Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et je pense que ça manque parfois aussi. C'est chiant d'avoir ce truc où... pas sérieux, puis paf, on passe adolescence, vie d'adulte et on devient hyper sérieux, comme si tout était hyper important, et après on repasse à un truc plus naïf et... Oui. On finit. Ah non mais j'ai fini, vas-y. Parce que ici, je vous écoute depuis tantôt et je me disais, oui c'est vrai, sérieux, pas sérieux, mais qu'est-ce que c'est ne pas être sérieux aussi? Parce qu'on voit aussi beaucoup de gens pas sérieux qui font des vidéos sur YouTube, genre McFly et Carlito, c'est pas sérieux, mais en réalité, moi je trouve ça extrêmement sérieux aussi. Il n'y a rien de très... c'est attendu d'une certaine manière, et donc c'est une espèce de folie comme ça, un petit peu hors du quotidien, mais qui reste très dans un cadre. Et moi, dans la vie, je trouve ce qui est vraiment difficile, c'est que parfois, quand il nous arrive d'être pas sérieux vraiment
Et tout de suite, souvent, on est repris par le cadre. Et si on n'est pas dans le bon cadre de la déconnade, alors il y a un truc qui est bizarre. Ah, c'est étrange, ou des trucs comme ça. Et alors, c'est comment pouvoir vraiment être pas sérieux et vraiment faire des pas de côté par rapport à toutes ces cases-là qui, je trouve, sont difficiles à faire accepter aussi et à faire ce pas de côté, justement. Mais je pense que être sérieux, en fait, on en a besoin pour réaliser des choses. Comme tu dis, le cadre. On en a besoin pour réaliser des choses. Si tu veux faire un voyage, il faut être sérieux pour certaines choses, pour que ça se fasse. Et en même temps, parfois, ce côté-là, il peut te t'enfermer aussi. Te manger. Tu perds un peu qu'est-ce qui était censé être sérieux et qu'est-ce que tu pouvais lâcher, en fait. Parce qu'on dit se prendre au sérieux, mais ça mélange trop de choses. Il faut se prendre au sérieux quand tu vas réserver ton billet d'avion, mais il ne faut pas se prendre au sérieux quand tu veux raconter ta vie. Et parfois, ça prend tout, alors que tu n'as pas besoin de ça partout. Mais c'est vrai qu'on en a besoin. Ouais. Ouais, de fou. C'est super important d'avoir des limites, enfin, si... Mais je pense que les gens pourraient vraiment plus se défouler. Enfin, moi, je vais prendre l'exemple. Avant l'année passée, du coup, j'étais en secondaire. Et du coup, c'est vraiment dans mon école, il y avait beaucoup de gens qui se prenaient beaucoup trop au sérieux. Si t'avais, je sais pas, si tu criais un moment dans le couloir, vraiment, tout le monde te dévisageait. Et après, je débarque en école de théâtre. Et il faut crier dans les couloirs. Et il faut crier dans les couloirs. Et en fait, il y a vraiment ce truc de... Enfin, moi, je me sens mieux à ne plus me prendre autant au sérieux et à plus à penser exactement à ce que les gens vont penser, parce qu'on est tous dans un même cadre où tu peux te lâcher comme un enfant, tu peux ne pas te prendre au sérieux et c'est pas pour autant que tu seras vu comme un freak ou tous ces trucs-là. Et je pense vraiment que ça manque énormément dans la société en général et dans d'autres milieux. Enfin, d'office qu'il y a des lieux où il faut être sérieux. Par exemple, je vois très mal un avocat ne pas être du tout sérieux. Mais non, tu seras étonné, je crois. Ouais. Ouais. Surtout les avocats. Après, je ne connais pas tellement ça, mais... Je crois que ça rajoute du poids à... Enfin, quand t'es avocat, justement, si tu restes dans des trucs hyper légaux, en fait, tu vas emmerder tout le monde. Ouais, là où, en fait, c'est un peu de la comédie. J'ai l'impression, la loi et le monde juridique, il y a un truc genre... plus j'en donne et plus j'épate, plus mes arguments sont marqués. Enfin, tu vois, c'est ça, genre... il faut de la rigueur, mais à l'intérieur de cette rigueur-là, c'est genre... faut aussi capter les foules et c'est aussi un show. Enfin, excuse-moi, mais dans les tribunaux, enfin, ils ont des toges, quoi. Ils ont tout un période dans certains pays. Les gars. Enfin, tu vois, donc ça reste un show et à l'intérieur de ça, t'as quand même du sérieux, t'as quand même des arguments, donc c'est construit. Mais là-dedans, tu dois capter les foules aussi. Ouais, peut-être. Et du coup, voilà. Oui, mais ça rejoint pas mal ce truc où toi, tu disais tout à l'heure, Antonin, tu parlais des youtubeurs, mais il y a un truc où, ces gars-là, peut-être ils se prennent pas au sérieux, mais j'ai l'impression qu'il y a vachement de gens quand même sur les réseaux sociaux, en fait, ils prennent des heures à faire des trucs qui ont l'air pas sérieux et qui ont l'air pas construits et qui ont l'air hyper spontanés. Mais moi, je suis par exemple Laura Felpin, qui est une Instagrammeuse qui fait plein de personnages différents et tout ça. La nana, je crois, enfin, je sais, parce qu'elle met des vidéos backstage, quoi, qu'elle prend des heures à faire ses vidéos et que t'as l'impression qu'elle est trop forte, que c'est hyper spontané et tout ça. Mais en fait, parce qu'elle est hyper rigoureuse, elle recommence toutes les 2 secondes. Salut! J'arrête. Salut, c'est là! Il y a un truc où avec elle-même. Genre, tu veux nous faire passer un message, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire? C'est quoi? Non. Je vais devenir influenceuse. Oui, c'est ça. Je profite du blanc pour parce que ici il y a quand même beaucoup de gens de théâtre autour de cette table ronde, enfin qui est plutôt rectangulaire, mais on s'en fout. Et c'est vrai qu'en théâtre pour le coup on travaille énormément ça, mais en art plastique, j'ai l'impression que le rapport est différent. Et vous, Arthur et Cédric, j'ai l'impression que vous traitez quand même pas mal de ce truc-là en étant sur Paint. Enfin, on vient de vous avoir en interview, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit... Parce qu'en art plastique, moi, de l'extérieur, j'ai comme l'impression qu'on vous demande de ne pas être sérieux, mais d'être sérieux en allant exposer dans des musées, etc. Et donc de ne pas être sérieux dans un cadre sérieux. Enfin, comment vous vous situez, vous, là-dedans? Alors, en fait, en art plastique... Je ne sais pas si on peut parler des arts plastiques en général. Je pense que l'expérience qu'on a actuellement du monde de l'art,
elle est vraiment centrée autour de l'école. Et donc, j'irais plus parler du coup d'un exemple, mais dans la pédagogie. C'est que on nous demande absolument d'être sérieux. Et certaines personnes peuvent aimer un travail entre guillemets pas sérieux. Par pas sérieux, j'entends un travail qui ne prend pas un sens forcément ou qui défend une cause particulièrement. Et ça peut marcher, mais ça crée beaucoup de débats. On a déjà eu, en expérience personnelle, un jury où un membre du jury nous demande « Est-ce que vous êtes sérieux ?» Et What? L'angoisse. Dans ce genre de moment, on se regarde et derrière notre chef d'atelier qui remue la tête de haut en bas comme ça, super expressivement. En fait, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas sérieux. On peut pas ne pas se prendre au sérieux parce qu'en fait, il faut savoir se revendiquer et avoir une certaine prétention. En tout cas, on nous l'apprend parce que ça fait partie de ce qu'il faut, on va dire. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Ça, c'est une autre question qui est beaucoup plus large. Toi, tu penses que ce qu'il faut vraiment ça? Non, pas du tout. Il faut arrêter de se prendre au sérieux. Après, à quel point aussi est-ce que se revendiquer, ne pas se prendre au sérieux, au final, du coup, c'est quand même revendiquer quelque chose. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut quand même se prendre au sérieux d'une certaine manière. Mais tout est dans la manière dont tu te justifies. Parce que c'est beaucoup ça, l'art aussi, j'ai l'impression, c'est comment tu justifies la forme que tu as créée, ce que tu fais. Et c'est tout un débat, hein, mais moi, ça me pose question, du coup. Alors, en fait, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, mais évidemment, quand on passe tout son temps à imaginer des choses absurdes, à imaginer des blagues, à imaginer des travaux qui sont des fois injustifiables, on y prend du temps, on y prend du travail, et évidemment, du sérieux entre en compte, en fait. On parlait tout à l'heure d'un exemple avec des rouleaux de papier toilette dans un musée, qui était transformé en rouleau de papier toilette en aluminium. Ça reste un travail où il faut énormément travailler pratiquement, donc aller sérieusement prendre des temps de travail pas très gais, à aller découper de l'aluminium et l'enrouler sur des rouleaux pendant je ne sais pas combien de temps. Et il y a en plus la démarche sérieuse de devoir défendre ce travail, de devoir, c'est triste d'utiliser ce mot des fois, mais le justifier. Et dans ce cadre-là, on est obligé de mettre un cadre du sérieux, même autour d'une production pas sérieuse. Et c'est très difficile de s'en détacher. On essaie de le faire, mais ça passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe, quoi. Le public, en tout cas le public aguerri des musées, donc pas forcément le monsieur, madame, tout le monde qui va faire un tour en musée ou en galerie, mais plus les critiques d'art ou les collectionneurs, les galeristes, ont tendance à mettre en défaut l'absence d'un discours sérieux. Et même un art non sérieux doit se justifier sérieusement. On est un peu contre ça et on essaie un peu de changer ça, mais c'est pas encore facile. Du coup, toi, ça te pose problème, toi, t'es pas trop pour cette manière de penser-là? Nous, on crée pour nous, pour nos amis, pour des gens qu'on va croiser, qui vont aller dans nos expos, qui rigolent un bon coup, quoi. On crée pas forcément avec 1000 prétextes derrière pour défendre 1000 causes ou pour... Il faut arrêter de chercher un sens à tout, en fait. Oui, c'est ça. Du coup, tu cherches quelque chose de plus direct, quoi. Ouais, qui touche les gens d'une manière beaucoup moins intellectuelle, peut-être. Ou... On parle de nous, mais déjà dans le passé, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça, mais toujours en gardant ce côté sérieux derrière eux. Et après, à notre génération, il y a beaucoup d'autres... Même dans notre école, il y a beaucoup d'autres personnes qui aimeraient revendiquer cet arrêté de la branlette intellectuelle. Et... J'aimerais juste dire un message du chat de Cruy Days qui dit « Je crois que le travail de l'artiste
mais ça revient un peu plus sur ce qu'on disait avant. Je crois que le travail de l'artiste passe justement par cette étape, retrouver son enfance. L'enfance, c'est la curiosité, l'émerveillement, la recherche du sensible sans a priori. L'enfant, en fait, il est vierge de tous nos schémas sociaux, donc c'est libre de pisser dans la rue, crier dans un parc ou demander à une dame pourquoi elle a un gros pif. Les enfants, ce sont des artistes en puissance. Les artistes sont des enfants en puissance. Ça vous parle ? Ah C'est ouais, bien écrit. complètement. Tout à fait, je trouve. Qui est donc cette, Oui, cette personne. je sais plus quoi. Crudace. Rejoins-nous. Tu es bienvenue ici. Ouais, c'est intéressant et ça m'a posé question aussi parce que on a évoqué le fait que dans le milieu du théâtre, soi-disant, on se prend moins au sérieux, mais en fait, moi, je suis pas sûr. Je pense pas que ce soit un milieu où on se prenne moins au sérieux et même parfois dans ce truc de déconnade et tout, il y a des gens qui prennent ça très. Je propose qu'on revienne sur l'enfance sans vouloir te couper. C'est vrai. Mais après cette petite page musicale qui est Beyond the Sound for Machine Infinite.
Incubo Radio. Incubo Radio. Et nous voilà de retour sur Incubo Radio, à la table ronde, parlant de est-ce qu'on peut se prendre au sérieux ? Doit-on se prendre au sérieux ? Et justement, moi, je voulais dire, j'en parlais pendant la musique, pour moi, c'est quand même hyper important de se prendre au sérieux, que ce soit dans le métier, que ce soit par rapport aux luttes. Et ce que je pensais, c'était que quand on est... Enfin, pour moi, c'est prendre au sérieux aussi ses émotions. Je trouve qu'avec ne pas se prendre au sérieux, il y a tout le temps une distance en mode « Ah mais non, mais c'est pas sérieux », alors qu'en fait, si, en fait, c'est important, c'est sérieux pour moi, je suis en colère, je suis en joie, je suis triste. Pour moi, c'est... J'entendais Norbert Colson, c'est dommage qu'il soit parti. Pour moi, même dans le métier, c'est important. En vrai, je suis aussi de cet avis que pour le métier et pour les choses qu'on doit faire, c'est très important aussi de savoir se prendre au sérieux dans certains trucs et tout. Mais par exemple, on revenait du coup sur le truc des enfants. Les enfants, du coup, se prennent pas au sérieux, mais pourtant, quand ils sont en colère, genre, ils expriment leur colère et... Enfin, mais moi, justement, je trouve qu'ils se prennent au sérieux quand ils sentent quelque chose. Ouais. C'est à fond. Ouais, mais ouais, justement... Pardon, je t'ai coupé ? Non, pas du tout, aussi. Mais oui, du coup, il y avait ça, ce truc où est la limite, à partir de quand on ne se prend plus au sérieux, à partir de quand on se prend au sérieux. Voilà. Mais est-ce que le débat est pas un peu autour du mauvais truc ? Ouais, j'allais dire la même chose. Peut-être qu'en fait, on n'a pas tous la même définition de qu'est-ce que c'est se prendre au sérieux, ne pas se prendre au sérieux, et ça se trouve, en fait, on est tous d'accord sur la même chose, c'est juste qu'on met pas la même chose derrière le mot. Parce que moi, par exemple, je prends la naïveté très au sérieux. Il y a très peu de choses que je prends pas au sérieux dans ce que je fais, en tout cas. Mais par contre, je peux faire des choses de l'extérieur absolument pas sérieuses, pour d'autres choses, mais la naïveté ou une forme pas de bêtises, mais plus comme les enfants, par rapport à certains codes ou certains trucs où on fait pas ci, on fait pas ça, et où vraiment c'est très au sérieux, et ce que je prends le plus au sérieux, c'est la joie que ça me procure. Cette joie particulière, je sais pas comment expliquer. Mais moi, je me pose la question de peut-être cette nuance un peu floue qu'on essaye d'exposer ici. J'ai l'impression que ça a aussi un lien avec le regard des autres. Tout à fait. Parce que, par exemple, Lou dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'un enfant se prend hyper fort au sérieux. Mais peut-être que la différence entre un enfant qui se prend hyper fort au sérieux et un adulte qui se prend hyper fort au sérieux, c'est qu'un enfant, c'est parce que il pense pas forcément au regard que les autres vont porter sur lui, et que j'ai l'impression que chez un adulte, cette dimension va constamment rester. Est-ce que je peux juste dire une définition bien du sûr. mot sérieux ? Donc, la définition Google. Donc, l'adjectif sérieux, c'est première définition qui prend en considération ce qui mérite de l'être. Ah, waouh, ok, oui. Et le deuxième, c'est qui ne rit pas, ne manifeste aucune gaieté. Oh. Sérieusement. Et alors, dans non masculin, donc non plus adjectif, état d'une personne qui ne rit pas, ne plaisante pas. 2, qualité d'une personne sérieuse, appliquée. Donc en fait, il y a vraiment, en effet, ce truc de qualité-défaut, mais qui se divise même dans la définition. Mais c'est comme la naïveté. Hein, et ça me fait rire, ce truc de méritocratie quand même. Oh là là, mais c'est le vieux monde, moi, ça me gonfle sur la définition, franchement. C'est qui mérite de l'être. Ouais, à fond. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a un truc comme ça avec la méritocratie dans se prendre au sérieux. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu bête, mais c'est quoi la méritocratie ? J'allais le dire. C'est sur le mérite, en fait, on t'évalue selon le mérite. Ouais. Elle cherche la définition. Ouais, exact. Lou est notre dictionnaire ce soir. Lou est incroyablement juste dans ses mots. Exactement. Et en attendant la définition, moi je rajouterais que du coup, puisque on fait parfois des choses pas sérieuses, on n'est pas crédible aux yeux de certaines personnes. Or pour moi, c'est pas pareil. On peut ne pas être sérieux
Enfin, on peut être très naïf et donc être perçu comme pas sérieux, tout en étant extrêmement crédible et en proposant quelque chose de sérieux, en fait. Vraiment. Alors, méritocratie. Hiérarchie sociale fondée sur le mérite individuel. Okay. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait, ce truc de toi, t'es moins bien, toi, t'es bien. Enfin, moi, j'ai entendu ça dans ce que tu dis. Mieux. Il y a une hiérarchie qui se met. Et c'est peut-être ça que Norbert Colson essaye de casser. Et les enfants et les personnes plus âgées ne sont plus dans notre société, ils ne sont pas dans ce cadre-là parce qu'ils n'ont rien à produire, justement. Les enfants parce qu'ils n'ont pas encore, entre guillemets, les aptitudes, et les vieux parce qu'ils se reposent, entre guillemets. Et qu'ils n'ont plus les aptitudes. Ou qu'ils n'ont plus, ouais, mais souvent entre même c'est pas hein. le cas. Mais tout de même, et c'est pour ça parfois là, j'ai l'impression que la pension est ouverte comme un truc parce qu'on, du coup, la vue de la pension, c'est ah enfin, je suis plus dans ce truc de la méritocratie, de devoir produire quelque chose. Je sais pas, je trouve ça intéressant comme. Bah oui, en fait, c'est considéré aussi comme de la discrimination. Je sais pas c'est quoi le terme officiel, mais genre, de la discrimination envers les vieux, quoi. Il y a un vrai, parce qu'en fait, tu peux te faire virer parce que t'es trop vieux, alors qu'en fait, t'as encore toutes les capacités pour. Mais on considère que, voilà, t'as fait ton temps et qu'en fait, il faudrait mieux prendre des jeunes et qu'ils fassent toute leur carrière. Mais, en vrai, c'est punissable, quoi. Enfin, c'est la discrimination envers les vieux. Il y a pas mal d'injustices à ce niveau-là aussi, je trouve. Voilà. C'est mon point de vue. Trop d'accord avec toi. Je pense qu'avec le truc de se prendre au sérieux, l'aspect de hiérarchie et le rapport à l'enfance aussi, c'est aussi parce que l'enfant, genre, je pense à quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Oui. Ce truc où tu ressens l'injustice qui pèse sur toi et tu te dis, mais c'est quelque chose qu'on doit battre en fait. Et c'est pour ça, je pense que vite. Que ce que disait Estelle dans l'interview, où à un moment donné, en fait, tu as la pression sociale, il y a comme une sorte de gap, enfin pas de gap, mais de passage dans l'enfance où vers 10 ans, d'un coup, ça se prend plus au sérieux, parce qu'il y a la pression, parce que à la base, je pense, c'est ce truc d'injustice. Attends, mais moi, j'ai des trucs à dire, en fait. Là, je t'ai perdu à la fin. Je me suis un peu emmêlée. En gros que... Ce truc d'enfance, je pense qu'il part de... De cette liberté-là, de juste... Oui, la liberté. Mais pourquoi est-ce on parle autant de l'enfance quand on dit se prendre au sérieux? Je pense que le premier départ à se prendre au sérieux, c'est parce que... sinon, on te prend pas au sérieux. Oui. Et donc, tu as cette injustice de base quand t'es gosse, où t'es en mode, mais on m'écoute pas, quoi. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va méditer là-dessus avec une petite musique. Allez. Mathis Moretti, Earth and Soul. C'est pas ça. C'est Beyond the Clones, Float More.
On a repris ? Oui, on a repris. On a repris. Oh my god. Nous sommes là. Waouh. Sommes-nous là ? Oui, nous sommes là. C'était très joli. Est-ce que tu es là ? Est-ce que je suis sérieusement là ? Antonin, est-ce que tu es sérieusement là ? Déjà, je m'approche du micro. Juste un truc. Beyond the Close, là, c'était très joli. Hein. On est d'accord. C'est vrai. Très très beau. C'est pas comme si on avait parlé et pas du tout écouté, mais c'était très très beau. Écoute, ça nous a mis dans un mood qui nous a fait parler. Donc peut-être que... Hein ? On mettra la musique. Ah mais oui, mais tout à fait. On parlait du coup pendant la pause, ma grand-mère m'a appelé il y a 10 minutes et On va appeler Anne-Marie. Je vous propose qu'on appelle Anne-Marie maintenant en live. En direct. Direct live en Incubus Radio. J'ai trop hâte. C'est toi qui réponds. Hein. Oh, t'inquiète. Tu lui dis pas qu'on est 15 derrière le micro. Non, en phrase. 6. Suspense. Ouais. Suspense. Va-t-elle répondre ? Allô, mamie ? Et alors? Tu es à la radio, tu passes à la radio là maintenant. Mais c'était bien, Sophie, t'as bien parlé. Merci, dis. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Mais t'as continué l'émission. Ben oui, c'était le principe de l'émission. C'est pas qu'à continuer. Mais ça va, ça t'a plu? Quoi? Ça t'a plu? Bah oui, c'était bien. Si, j'ai trouvé ça bien. Et après, le débat, il continue. Tu vois, quand même, c'est bien fait. Ben oui. Mais là, tu passes à la radio, hein, mamie? Quoi? Là, t'es en train de passer à la radio. Nous t'écoutons tous. Oui, mais toi, à chaque fois, tu me pièges. Hein. Désolée. Bon, allez, mamie. Oui, bonjour à tous, à part ça. Ouais. Mais... Non, mais Sophie, pas me piéger comme ça, quand même. De quoi? On est très heureux de t'entendre. Mais oui. Bon, allez, mamie. Gros bisous. Allez, bonne soirée. Gros bisous. Bisous, je t'aime. Anne-Marie Gomet. Ça c'est pas so cute. Ouais, mais j'avoue, mais regardez-nous, on est tous là, genre. Ah, super. Waouh, une mamie à la radio. C'est la vraie Anne-Marie Gomet. C'est la vraie. C'est la vraie mamie. Un autographe. Après, je tiens à préciser que toutes les mamies ne sont pas aussi chill. Hein. Oui, malheureusement. Parce qu'il y a des mamies qui, franchement, t'aurais dit Sophie, qu'est-ce que tu fais? Nora, tu veux nous parler de ta mamie? Non. Non. Incubo Radio. La elle radio. Oh, pardon. la radio où on parle de notre trauma d'enfant. Bon, j'espère que ma mamie, elle est pas en train d'écouter, hein, parce que ce serait ultra gênant quand même. Ah, tu veux lui faire passer un petit Ah mot, non, peut-être c'est bon. Un petit message d'amour. Merci Antonin. Ouais, j'avoue. Merci Antonin d'enfoncer le clou. Toujours avec plaisir. Attends, mais qu'est-ce qu'on voulait dire en fait? Ah, je pense Clément. Ah oui, c'est ça. Moi, c'était une question toute bête, mais je me demandais, elle est montoise, ta mamie? Non. Elle vient de Autrage. C'est où? Autrage, c'est une campagne dans Saint-Guilain. Ok, c'est dans le coin, quoi. Oui, elle est du borinage. Pourquoi? Oh, je sais pas, ça m'a traversé. Non, mais parce que du coup, le rapport est différent aussi. Enfin, tu vois, quelqu'un qui a grandi à Mons, quelqu'un qui a grandi à Bruxelles, t'as pas vécu les mêmes choses, quoi. D'office, ouais. C'est vrai. Lara, tu parlais de Pâques tantôt pendant la pause. Ben oui, en fait, Lou, elle disait qu'il y avait un espèce de gap, pour reprendre ton terme, un espèce de fossé à partir du moment où t'es enfant et tu passes à l'adolescence, à l'âge adulte, et tu disais, il y a ce truc de vouloir être pris au sérieux. Et pendant la pause, j'expliquais que je crois que ce sentiment d'injustice, il est vachement sur ce truc où genre, s'il y a des enfants qui nous écoutent, bouchez vos oreilles. Mais qu'il y a ce truc où quand on est petit, il y a la Saint-Nicolas, il y a Noël, il y a les cloches de Pâques, enfin il y a tout cette espèce de gros mensonge qui en un coup en fait te tombe sur la gueule à la fin de, enfin je sais pas, de genre 8, 9, 10 ans. Et il y a ce truc où genre, mais les gars, on est vraiment dans des mondes différents et c'est une espèce d'énorme arnaque, quoi. Ta vie a été basée sur une arnaque pendant 10 ans et je crois que déjà la première rupture, elle est là de se dire, ok, bah super.
Bah génial, ok. Bah, l'injustice, pour moi, l'injustice la plus grosse, c'était ça, parce que tu découvres une chose, puis il y a la petite souris, puis mais tout te tombe sur la gueule, genre ok. Ouais, et ça vous arrive pas? Moi, j'ai ça parfois, genre, même encore maintenant, je me rends compte qu'un truc auquel je croyais depuis toujours est un gros mensonge. Mais genre des trucs vraiment où, en fait, oui, c'est ridicule, mais vu que, je sais pas, ma mère m'a dit un truc une fois quand j'étais petit, et j'ai continué à y croire pendant super longtemps, quoi. T'as un exemple? Moi, j'en ai un. Moi, quand j'étais petite, on me disait que manger les crottes de nez, ça faisait des trous dans les estomacs. Ah ouais. C'est faux. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, c'est drôle que tu me rappelles ça, Lara, parce que moi, jusqu'à il y a très peu de temps, je croyais que quand on faisait pipi dans le chlore, ça devenait noir. Parce qu'on faut pas faire pipi dans oui, les c'est ça. municipales. Ouais. Et du coup, moi, on me disait toujours, ouais, si tu fais pipi dans la piscine, bah attention parce qu'il y aura une marque noire, tu vois. Et moi, je te garantis que jusqu'à l'année passée, je disais, non, mais attends, t'imagines, trop gênant dans la piscine, à un moment, t'as une marque noire et tout ça, quoi. Et là, il y a Lara qui me regarde et qui est là, mais Nora, c'est pas du tout vrai. Il y a un pisse avec moi. Yeah. La piscine de Mons, grave. Non, plus, par rapport à ce truc de se prendre au sérieux, j'imagine trop le mec qui se prend au sérieux et qui, du coup, il apprend ça, il est en mode, ah mais je le savais. Et à l'intérieur, ça s'effondre. Et je pense qu'il y a ça. Oh non. Mais c'est peut-être ça en fait, c'est que du coup, peut-être qu'on exploite un peu notre imaginaire. J'ai l'impression, en écoutant Lara raconter cette chose-là, c'est genre les adultes, ils se font un peu un plaisir comme ça de nous faire croire à Saint-Nicolas, tout ça machin. Peut-être que en se rendant compte que c'était un peu genre pour leur plaisir ou pour les traditions ou je ne sais quoi, pour les réunions de famille, blablabla, qu'en fait bah, on se ferme à l'idée de pouvoir croire à des trucs un peu surnaturels ou à faire confiance à son imagination. Ou... En tout cas, c'est un peu moi ce qui me vient là, de me dire ouais, mais en fait, c'est vrai. Peut-être que c'est aussi, on parlait de traumatisme. Mais... Moi, j'ai l'impression que les adultes, parfois, ils profitent de la naïveté de l'enfant. Ah ouais, totalement. Parce qu'ils disent ah ouais, il y a ça qui existe et ils y croient à fond parce qu'ils sont hyper naïfs. Ils sont ah ouais. Et eux, ils sont en mode oui. Et puis ils regardent l'étoile dans les yeux. Et parce que eux, ils savent plus avoir ça en fait. Mais c'est comme. Enfin, moi, je sais que le jour où j'ai découvert que c'était mon père qui bouffait les spéculoos que je donnais au Père Noël avec le verre de lait. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'étais mais en rage. En rage parce que je disais, mais en fait, tu me regardes droit dans les yeux, tu mens. Enfin, tu mens. J'ai l'impression vraiment de raconter mes plus gros traumas là. Je pense que c'est relativement largement vécu. Hein. Merci Antonin, c'est toujours un plaisir. Mais il y a quand même un moment où tu rentres dans le jeu quand t'es gosse. Moi je me souviens, j'étais en mode le Père Noël est là et je savais très bien que ah ouais. Je le savais et puis j'arrivais en bas et il y avait tout. Et elle faisait ah ben il vient de passer, tu l'as raté. J'étais en mode oh non. Et genre, en fait je le savais. T'étais intelligente hein. Je sais pas si c'est tellement l'intelligence parce que moi non plus je me rappelle pas d'un moment genre plane tous mes rêves qui s'écroulent comme ça mais plus une transition douce effectivement vers ce truc où à un moment donné on joue un peu du délire avec les parents jusqu'à un moment donné genre Saint-Nicolas on était dans la salle de bain et dans ma salle de bain il y a une toilette dedans et mon papa était sur le pot et avec ma sœur on a confronté Saint-Nicolas c'est vous en fait. Et là il a fait ouais. Oh mon Dieu. Mais et du coup j'ai pas vécu ça comme un briseur de rêve ou d'imaginaire, mais ça peut être aussi de la manière de l'apporter dans l'éducation, j'en sais rien, c'est pas pour faire un procès hein, mais et que moi aussi pour compléter le tableau par ailleurs j'ai toujours vécu dans des lieux où je pouvais imaginer énormément de choses. J'étais très souvent seul ou avec des amis dehors, on s'inventait toujours 1000 jeux, 1000 choses et l'imaginaire il continuait par ailleurs comme ça. Et la Saint-Nicolas et tout ça, désolé les enfants, oui il y a cette magie, mais il y a aussi le fait, moi de recevoir des trucs, je sais pas. Voilà, je sais pas, je crois que ça va s'arrêter là. J'avoue, j'attendais la chute. Ah, est-ce que on va faire un dernier mot? Qui veut ou
Ouf, la pression du dernier mot. Ouais, j'avoue. Bam Soyez sérieux, putain. Un dernier mot. Moi, je me souviens juste de la rancœur aussi qu'en tant qu'enfant tu peux ressentir, et que c'est une rancœur que limite tu peux emmener vers l'âge adulte. Genre, j'ai un petit frère et mon petit frère a mordu mon cousin dans les fesses un jour et il a saigné. Il a beaucoup saigné. Et en fait, c'est resté toujours un truc, quoi. Tu vois, genre, ils vont avoir 18 ans tous les deux là, mais cet événement-là est resté, genre, ah ouais, il m'avait mordu et j'avais saigné. Et tu vois, il reste toujours cette petite rancœur, ce truc un peu bizarre. Et je ne me l'explique pas parce qu'ils sont adultes maintenant, mais ça reste. En tout cas, j'espère qu'ils t'écoutent pas parce que tu les affiches beaucoup. Hein. Excusez-moi. Moi, pour le dernier mot, je voulais revenir sur le truc que j'avais dit plus tôt, sur en fait ce truc de se prendre au sérieux. En fait, c'est un besoin de justice et qu'on nous écoute. Quoi ? Genre. Ah oui, voilà. Je pense que maintenant j'ai compris ce qu'elle avait dit. On met les deux. On va enchaîner avec 2 morceaux. Ça va être incroyable. Ok. Et donc c'est Yana Watch Me Navigate et merci à tout le monde. Et Électromancien in the Shadow of Et merci. Pour cette merci. Avec plaisir. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. C'était très fun. Ça va vite. À bientôt. À bientôt. Et juste après, on enchaîne avec l'émission Maverick sur le cinéma. Oui, allô ? Oui. Oui, c'est ça, Incube Radio, oui. Oui, Radio de la Jeune Création, oui. Oui, c'est ouvert à tout le monde, oui. Eh bien, super. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Incube Radio.